Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à Grand Défi. Le Grand Défi, aujourd'hui, nous allons aborder beaucoup de défis qui attendent le nouveau gouvernement. Le premier gouvernement, Sama Lukonde. Et vous savez que trop attendu, enfin, le gouvernement a été publié, mais ce gouvernement est trop attendu par le peuple congolais parce qu'il y a autant de défis qu'il est appelé à relever. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau le professeur Pierre Lohorola. Il est professeur d'université et à ce titre, c'est un scientifique. C'est avec lui que nous allons analyser, aborder les défis que lui pense être prioritaires pour le gouvernement Sama. Professeur Pierre Lohorola, bonjour. Bonjour Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je suis heureux, honoré d'être invité par votre émission Les Grands Défis. Voilà. Première question, on a publié le gouvernement qui était attendu par tout le monde avec autant de plaisir parce que le peuple congolais attend beaucoup de ce nouveau gouvernement parce qu'il pense que l'ancien gouvernement, avec tout ce qu'il y a eu, les tractations et les affrontements entre FCC et CACH, ça n'a pas donné au peuple congolais une lueur d'espoir. Mais maintenant, avec le gouvernement de l'Union nationale, on pense qu'il y a quand même de l'espoir. Comment vous, personnellement, vous avez pu accueillir ce nouveau gouvernement? Moi, je l'ai accueilli avec satisfaction et j'en profite pour féliciter le Premier ministre Sama Lukonde, qui est un scientifique, un technicien comme moi. Je félicite aussi le chef de l'État pour avoir nommé ce gouvernement. Et je félicite également le président de l'UDPS, l'honorable Jean-Marc Abound, qui a été au four et au moulin pour la constitution de ce gouvernement. Bien entendu, à chaque fois que l'on forme un gouvernement ou que l'on publie des décisions, il ne manque pas des gens qui sont soit insatisfaits, soit qui critiquent. Mais bon, moi, l'essentiel pour moi est que ce gouvernement est là et qu'il est là pour gouverner le Congo, la RDC, mon pays. Et je ne peux que lui souhaiter bonne chance. Et quant au reste de la population, je me dis, nous sommes appelés à les soutenir pour qu'ils puissent réussir. Parce que s'ils réussissent, c'est le Congo qui réussit. Voilà. Alors, que dites-vous des critiques, des revendications des uns des autres, ceux qui sont inquiets, ceux qui croient qu'ils ne se retrouvent pas dans ce gouvernement Oui, moi je trouve que ces critiques sont, dirais-je, légitimes et normales. C'est tout à fait normal. Nous sommes dans une démocratie et tous ceux et toutes celles qui espéraient quelque chose ne peuvent qu'exprimer leurs opinions. Mais je crois que ces critiques, ce n'est pas dans le sens de détruire. Je crois que tous ceux qui critiquent ou tous ceux qui revendiquent parce qu'ils estiment qu'ils ont quelque chose de mieux à apporter. Quitte à ce que les responsables, les premiers ministres, les chefs de l'État, etc., qui ont trouvé qu'en ce moment-là, ce sont ces personnes-là qui peuvent servir le pays, quitte à ce que ces responsables, et je dis plutôt, puissent recevoir ceux qui critiquent et échanger avec pour voir dans quelle mesure on peut dissiper ces critiques et permettre au pays d'avancer. Alors, parce que le gouvernement est déjà formé, publié, est-ce qu'il y a une petite solution à donner à tous ceux qui revendiquent pour calmer les esprits? Ou c'est peut-être le travail que fera le gouvernement qui pourra calmer les jeux? Je crois que c'est les deux. Le chef de l'État, il est le père de la nation. Il est le chef de tout le monde. Ouais. Et de ceux qu'il a nommés et de ceux qu'il n'a pas nommés. Ouais.
Vous comprenez? Donc il a intérêt à recevoir ceux qui critiquent et pour échanger avec, pour écouter leurs desiderata et savoir pourquoi ils sont mécontents. Et essayer d'apaiser d'une manière ou d'une autre leur mécontentement. Aussi, le travail que fera ce gouvernement, ce travail-là va les défendre. Donc, ils doivent prouver qu'ils méritent la confiance qui est placée en eux par les chefs de l'État. Ils doivent prouver cela, parce que s'ils ne prouvent pas, alors qu'il y a d'autres, il y a des centaines de cadres congolais compétents, pourquoi le chef de l'État a-t-il décidé de les choisir eux? Ils doivent être à la hauteur. Ils doivent être à la hauteur. Vous voulez dire qu'ils doivent travailler, et ce sont des warriors comme le veut bien le Premier ministre. Je lui laisse le mot warrior, c'est lui qui l'a utilisé. Moi, j'ai dit que ce sont des cadres du pays, des Congolais, et qui doivent se surpasser. Voilà. Ils doivent travailler, pas passer le temps à la distraction. Ils doivent travailler, augmenter le temps de travail chez eux, avant de penser l'augmenter peut-être chez nous, les peuples, qu'ils augmentent le temps de travail chez eux, qu'ils puissent vraiment faire preuve de beaucoup d'imagination, qu'ils fassent appel à des experts, qu'ils composent leur cabinet avec des gens pointus, pas des gens qui viennent apprendre. Ils doivent recruter dans leur cabinet des gens pointus, des gens qui peuvent être directement opérationnels de manière à les aider à avancer. Parce que n'oubliez pas qu'on a un devoir de présenter les résultats d'ici 2023. Tout à fait, ils ont l'obligation des résultats et je dirais même des moyens, pourquoi pas. Obligation des moyens, obligation des résultats. Voilà. Le peuple les attend. Voilà, le gouvernement est là et en RDC, on dit toujours, tout est prioritaire, professeur. Et quand vous avez jeté un regard scientifique sur ce gouvernement, et vous avez jeté encore un regard scientifique sur la République démocratique du Congo, quelles sont les priorités que vous estimez aujourd'hui nécessaires, prioritaires, que le gouvernement est appelé à résoudre, donc à relever? Merci beaucoup, Gustave. C'est une très bonne question. Et je crois qu'il y a un pan sur ma présentation qui n'est pas passé ici. Je rappelle cela. Vous savez que je suis professeur d'université, vous l'avez dit. Je suis un scientifique, vous l'avez dit. Mais je suis aussi, je travaille avec un politique, je suis DIRCAB du président Jean-Marc Kabound au niveau de l'UDPS. J'ai regardé les gouvernements, la liste du gouvernement, et j'ai remarqué qu'il y a un nouveau ministère. Un nouveau ministère, celui du numérique. Et lorsque je me suis dit, bon, ce gouvernement, en inscrivant le numérique, il inscrit les chefs de l'État inscrivent la RDC dans les chemins du futur, donc, parce que c'est un ministère de l'avenir. Et en même temps, j'ai regardé qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller de l'avant si nous ne nous attaquons pas à des secteurs clés. Et sur le plan scientifique et technique, personnellement, j'en ai identifié 4. 4 défis à relever. 4 grands défis, ou 4 vraiment grands défis qu'il faut relever. Et vous estimez, avant de les aborder tous, vous estimez que si ces défis-là sont relevés, le peuple congolais peut rester à l'aise. Tout à fait. Ce que le peuple attend se retrouve dans les 4 défis que vous avez trouvés. Tout à fait. Les 4 défis sont, premièrement, les défis de numérique. Le numérique, c'est l'avenir, comme je l'ai dit. Le deuxième défi, c'est le défi lié au développement durable. Le défi du numérique, le défi du développement durable. Le défi de l'énergie. Le défi de l'énergie. Parce que ce pays, pour aller de l'avant, doit avoir de l'énergie. Exact. Et le 4e défi, c'est le défi de l'exploitation efficiente de nos minéraux. Donc le défi minier. Voilà, minier. Il faut bien gérer nos minéraux parce que c'est chaque jour
que l'on découvre que la RDC possède des minerais rares ailleurs et importants. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, je crois que comme vous êtes scientifique, nous allons beaucoup plus axer notre réflexion sur le numérique, le défi du numérique. Voilà. Mais avant d'entrer dans le bain, professeur, vous n'avez pas parlé de l'agriculture qui peut donner à manger aux Congolais, qui à chaque moment est affamé. Vous n'avez pas parlé de la santé, vous n'avez pas parlé également peut-être du social directement, professeur. Pourquoi? Lorsque j'ai parlé de développement durable, ouais. Dans le développement durable, il y a tout ça. Il y a l'éducation dans le développement durable, il y a la santé dans le développement durable, il y a les infrastructures, l'aménagement du territoire, tout ça, je mets dans le développement durable, disons, ces questions-là. Donc, tous ces secteurs-là, qui relèvent et du social, et une bonne partie du secteur de la production, je mets dans le développement durable. Nous aurons l'occasion d'en parler. Parce que même les téléspectateurs disent, mais le président de la République a toujours prôné le peuple d'abord. Oui. Et qui dit peuple d'abord, le peuple doit d'abord manger, se nourrir, se soigner, et puis les restes après. Oui, lorsque je parle de développement durable, il y a toutes ces questions. Mais maintenant, pourquoi je parle du numérique, des mines? C'est parce que ces secteurs-là, qui sont les secteurs de la production, vont aider le reste. Vous ne pouvez pas développer, vous ne pouvez pas plutôt investir dans le social si vous n'avez pas d'argent. Le social, ce sont des fonds perdus qu'on investit dedans. Dans le social, on finance la santé, on finance l'éducation, on finance la formation professionnelle de jeunes, de femmes, etc. Tout cela, tout ce qui rentre dans le social là, ce sont des fonds que l'on ne peut pas récupérer comme on récupérerait un investissement placé quelque part. Placé dans le numérique, par exemple. Alors, il faut maintenant aller là où il faut produire pour venir, disons, secourir les secteurs sociaux. Exact. Donc, si je vous comprends, il faut d'abord produire. La RDC a besoin de la production. La production, oui. D'accord. Alors, aujourd'hui, nous l'avons dit, nous allons nous focaliser sur le défi du numérique. Voilà. Alors, première question, quel est l'état du numérique dans notre pays, la République démocratique du Congo, aujourd'hui? L'état du numérique aujourd'hui dans notre pays, c'est pas fameux. C'est pas fameux. Nous sommes très loin de beaucoup d'autres pays. Nous sommes encore vraiment au début. Au début, les pourcentages ou la couverture nationale, je prends par exemple l'Internet, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a que dans les villes où l'on trouve peut-être 20 à 25%, si je ne m'abuse pas. Mais ailleurs, il n'y a pas grand-chose. Et lorsque je prends même la télévision, regardez la télévision numérique, il n'y a pas grand-chose. L'Internet, la télévision, les téléphones, au moins la téléphonie, nous avançons un peu. Parce que je prends un exemple de la couverture de réseaux téléphoniques à travers le pays. Oui. Après Kinshasa vient, si je ne m'abuse pas, la province du Kassai oriental. La province du Kassai oriental, je crois, a atteint 80%, si pas plus, de la couverture du réseau mobile. Mais d'autres provinces, si je vois ma province du Sankourou, il n'y a pas grand-chose. La téléphonie pose encore problème. Ça pose problème. L'accès est difficile. Difficile. C'est ce qui fait que, par exemple, la CENI a quelques difficultés pour faire des remontées de résultats. Mais si nous accélérons cette couverture, oui, vous allez voir que ce soit la CENI, les examens d'État, les CECI, tout ce qu'on fera, tout ce que nous faisons aujourd'hui avec difficulté, ça va nous être facilité.
Mais commençons par les basiques. Quels sont les basiques? Donc l'état des lieux que vous faites est sombre. Sombre. Sombre, oui, sombre. Mais je suis optimiste parce que lorsque je vois les chefs de l'État inscrire cette question dans le gouvernement, ils y ramènent ça à la surface. Et c'est la première fois dans notre pays que l'on parle du numérique. La plupart des compatriotes ne comprennent rien. Quand on dit ministre du numérique, alors expliquez-nous un peu, quand on dit numérique, oui, ça veut dire quoi exactement? C'est un terme technique, c'est vraiment technique, la numérisation, c'est-à-dire essayer de passer de ce que nous faisons sur papier, sur ceci, amener ça au niveau électronique dans le but de faciliter les applications et augmenter la vitesse. Donc éviter le retard, voilà, tout ça, etc., la lenteur. Etc. La lenteur et tout et tout. Et ça va nous amener loin, nous allons y arriver. Mais je dois d'abord, excusez-moi, d'expliquer un peu à la population la façon dont nous transmettons les informations, par exemple. Nous avons ce que nous connaissions déjà, les faisceaux hertziens. Ce que vous faites lorsque nous sommes à la télévision, comme nous utilisons les faisceaux hertziens. Vous utilisez les faisceaux hertziens pour transmettre l'information. Il y a les ondes électromagnétiques, les ondes de radio, qui sont utilisées, les ondes, disons, de tout type, parce qu'il y a plusieurs types d'ondes. Et ce sont ces ondes-là qui amènent les informations, comme par exemple la télévision qui est satellitaire, par exemple, télévision satellitaire, comme certaines chaînes que nous recevons ici. Certaines chaînes internationales que nous recevons, c'est grâce aux ondes, parce que nous mettons des antennes paraboliques, etc., etc. Et puis, il y a aussi les câbles électriques. Les câbles électriques, les cuivres. Rappelez-vous de l'ancien téléphone que nous avions, les combinés là qu'on avait. Ça, c'est les câbles avec des cuivres. Les téléphones fixes. Oui, par exemple. Ça, c'est les câbles. Et puis, il y a aujourd'hui la fibre optique. La fibre optique, c'est comme un tuyau. Un tuyau vraiment miniature dans lequel passe la lumière. Quand on dit optique, c'est-à-dire en référence à la lumière. Donc, la fibre optique, c'est aussi une autoroute d'information. On peut y mettre beaucoup d'informations. C'est très rapide, c'est très fiable. Vous voyez? Et on peut amener des quantités d'informations avec ça. Ce sont là les basiques, donc les différentes façons de transmettre l'information. Voilà. Alors, aujourd'hui, pour les communs des mortels qui nous suivent à la télévision, lorsque il entend dans le gouvernement les ministères du numérique, à quoi il peut faire référence? Que le ministre qui viendra, qu'est-ce qu'il va gérer exactement? Le ministre qui vient au ministère du numérique va d'abord élaborer un plan. Il doit y avoir un plan du numérique. Le plan qui sera bien évidemment porté par le gouvernement, pas seulement lui, par le gouvernement agréé par les chefs de l'État. Et ce plan-là va comprendre plusieurs étapes, si je peux m'exprimer ainsi. Il va commencer par chercher à équiper son ministère. Parce que c'est un ministère technique, un ministère de production. Il va commencer par équiper son ministère. Parce que c'est un ministère transversal, un ministère d'appui à beaucoup d'autres. Il va équiper, et l'équipement, c'est les machines, les serveurs, les machines, les ordinateurs, tout ça, pour capter l'information, avoir des capteurs, avoir ceci, tout ça, mais en passant par l'Internet et d'autres moyens de transmission d'informations que je venais d'énumérer ici.
Et après avoir équipé son ministère, il doit recruter la main-d'œuvre. Il doit recruter la main-d'œuvre. Donc le ministre doit élaborer un plan national, du numérique. Après, il doit chercher l'outil de travail. Et puis, il doit recruter des jeunes compétents, des ingénieurs. Des ingénieurs, informaticiens, des gens qui élaborent des logiciels, qui gèrent les réseaux, qui gèrent les bases de données, etc. Ce sont ces gens-là qui seront ses agents à lui. Ce ne sera pas un ministère pour recruter monsieur, madame, tout le monde. Ce sera un ministère pour recruter des gens pointus, compétents, qui seront affectés dans différents ministères, différents coins du pays, pour nous faciliter, nous, peuple congolais, l'information. Oui, la transmission de l'information, la tâche, etc. Alors, avant que vous ne puissiez continuer, il y a déjà le ministère de PTNTIC et qui gère presque, parce que lorsque nous parlons du ministère du numérique, moi je vois, ça ne me concerne que moi, je vois, il y a les télécommunications, il y a l'Internet, il y a la télévision numérique terrestre, il y a la téléphonie mobile, il y a tout ce qui a trait au numérique, donc à l'informatique. Alors, comment ça va se passer entre le nouveau ministère numérique qui doit élaborer un plan et l'ancien ministère qui existe de tout ce temps, le ministère PTNTIC? N'est-ce pas, le numérique peut être une direction ou un département du ministère de PTNTIC, par exemple? Voilà, ça c'est une bonne question que vous posez. Mais il faut savoir que pour que les ministères, tous les ministères fonctionnent comme il faut, lorsqu'un gouvernement vient d'être formé, il faut que les chefs de l'État publient une ordonnance pour donner les attributions, pour répartir les attributions de chaque ministère. Donc le Premier ministre va proposer au chef de l'État cette ordonnance, et quand ça va sortir, nous allons voir qui doit s'occuper de quoi. Mais à mon humble avis, je crois que le ministère de PTNTIC va continuer à gérer ce qu'il gérait avant, c'est-à-dire tout ce qui est télécommunication, tout ce qui est régulation, etc., etc. Quant au ministère du numérique, je le vois beaucoup plus comme un ministère d'appui en ce qui concerne les applications, pour résoudre les problèmes auxquels le pays est confronté. Je donne quelques exemples. Je prends le ministère des Finances. Le ministère des Finances, aujourd'hui, a des problèmes pour maximiser les recettes. Nous prenons une province X. Dans la province X, quels sont les points où l'argent de l'État entre? Quels sont les points? Est-ce que c'est dans un marché, dans un port, dans un aéroport, dans une commune, dans, je sais pas moi, dans un bureau de DGI ou de quoi? Est-ce que c'est sur une route, il y a un péage, etc. Donc, on doit identifier tous ces points par lesquels l'État perçoit un franc. Et si, à ce niveau-là, le ministère du numérique envoie ses agents avec des équipements appropriés et essaye de, disons, rendre transparent la récolte de ces fonds de l'État, je crois que ça serait un appui considérable à ces ministères. Les recettes seront augmentées, maximisées. L'assiette fiscale va s'agrandir. Je prends un exemple du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, nous tous, nous promenons. Chaque citoyen doit avoir une carte d'identité. Ces cartes d'identité ne doivent pas être des cartes qui fonctionnent, une fois émises, la carte fonctionne comme ça. Falsifiées. Ça doit être des cartes numérisées. Des cartes qui sont reliées à un serveur. Tel que, lorsque moi, Pierre Lohola, je me promène, je ne sais pas moi, entre Kikwiti et Idiofa, on m'arrête, je commets un délit, on m'arrête, le policier prend ma carte,
mais dans sa machine à lui, parce que la police aussi doit être équipée, Ouais. mais dans sa machine à lui, on doit savoir qui suis-je réellement. Je travaille où? J'habite où? Est-ce que j'avais commis des délits avant? Etc. Toutes les informations doivent être sur place retrouvées. Donc, on peut comprendre que le numérique va jouer sur la sécurité, va jouer sur la santé, va jouer sur la production, et même sur la lutte contre la corruption. Tout. Parce que, je vous ai dit, c'est un ministère transversal. Ouais. Ça va appuyer tous les autres ministères. La simplification administrative, comme j'ai dit. Ouais. Un enfant qui naît dans un hôpital, dans une maternité, avant que son père vienne prendre les documents de la maternité pour aller se présenter dans la commune où il habite pour inscrire l'enfant, la commune a déjà reçu les informations de l'hôpital, de la maternité. Et disons, quelqu'un qui commet un automobiliste qui passe, je ne sais pas moi, en Binza, qui commet une infraction des codes de la route, on lui ravit son permis de conduire par la police. Hein? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Mais demain, il va se faire fabriquer un autre permis et on ne sait même pas qu'hier, on l'avait arrêté. Mais ça doit être, tout doit être numérisé. Les policiers vont signaler, monsieur tel vient de commettre un dégât ici, son permis lui est ravi, etc. Lorsqu'on va les voir se présenter, je ne sais pas moi, où quelque part, on doit savoir que ce monsieur ne peut plus avoir un autre permis. Etc. Donc, tout cela, les vignettes d'autoroute, les alors, permis si je vous comprends bien, selon vous, le ministère du numérique aura d'abord à outiller tous les secteurs et à mettre ses agents dans tous les secteurs pour qu'ils fonctionnent, qu'ils transmettent l'information, qu'il appuie ces ministères-là, soit à maximiser les recettes, soit à sécuriser les personnels, à sécuriser la population. C'est dans ce sens-là. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il va envoyer des agents partout. Il y a des secteurs où il va simplement aller former. Il va dans un hôpital et il donne l'équipement et il peut dire, donnez-moi telle personne, on va les former pour savoir comment utiliser cet équipement. Et ça aussi. Donc il va s'occuper aussi d'informations. Alors, professeur, dites-nous un peu, avec ce que nous connaissons chez nous comme faiblesse des infrastructures, des inégalités d'accès, le manque chronique de financement, et l'inadéquation structurelle des compétences, parce qu'on n'a pas encore autant d'informaticiens qui peuvent travailler partout à travers la République. Pensez-vous que c'est vraiment possible et facile que le ministère du numérique puisse travailler et donner les résultats attendus? Votre question a plusieurs volets. Ouais. Je prends le premier volet. Est-ce qu'il y a des financements pour que ce ministère s'installe convenablement? Bonne question. Je me dis, au jour d'aujourd'hui, je ne saurais pas répondre, je ne suis pas le Premier ministre, je ne saurais pas répondre par la positive en disant oui, il y a des financements ou non, il n'y en a pas. Mais je crois qu'à partir du moment où le chef de l'État et le Premier ministre ont inscrit ces ministères, ces nouveaux ministères qui n'ont pas d'administration, qui n'ont même pas un bureau aujourd'hui, je crois qu'ils ont réfléchi. Je vous ai dit au départ que c'était un ministère du secteur de la production. Ce n'est pas un ministère du secteur social, c'est un ministère du secteur de la production. Et de la même manière que l'État a réfléchi pour avoir des entreprises qui travaillent dans les mines, etc., et qui peuvent ravitailler les gouvernements, de la même manière, l'État peut dire, OK, je cherche un financement quelque part auprès des bailleurs de fonds pour équiper ces ministères. Parce que je peux vous affirmer, sans crainte d'être contredit, qu'un franc investi dans ces ministères aujourd'hui rapportera à l'État minimum 5, si pas 10 demain. Vous voyez? De quelle manière, professeur? Parce que c'est un ministère qui vient renforcer les capacités des autres ministères. C'est un renforcement énorme des capacités, capacité de production, capacité de maximisation des recettes, capacité de collecte d'informations,
lutte contre la corruption, et le coulage des recettes. Oui, oui. Ça va faire en sorte que d'ici 2-3 ans, notre pays va présenter un budget honorable. Est-ce que ça sera facile qu'un autre ministère vienne enjamber ou bien s'introduire dans un autre ministère? N'y aura-t-il pas de chevauchement? Et puis, si peut-être, par exemple, si je prends l'exemple de la lutte contre la corruption, c'est par exemple comme surtout dans les régies financières où il y a des coulages des recettes, il y a de l'argent qui ne tombe pas dans le trésor public et que vous venez pour stopper ce coulage de recettes, est-ce que le travail sera facile? Le travail peut être facile. Je réponds à votre question. Ouais. Il n'y a pas de chevauchement comme tel. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, les ministères chargés de récolter de l'argent pour mettre dans les trésors publics, c'est le ministère des Finances, n'est-ce pas? Ouais. Mais ce ministère des Finances souffre parce qu'il y a des gangsters qui l'attaquent à gauche, à droite pour lui ravir ce qu'il devait mettre dans les trésors publics. Ouais. C'est ainsi que le ministère de la Justice, par exemple, vient l'aider. Ouais. En arrêtant tous ces bandits-là pour les amener en prison. C'est ainsi que le ministère de l'Intérieur vient aussi au secours en envoyant les éléments de police pour travailler, etc. etc. Ces ministères ne viennent pas empêcher le ministère des Finances à bien fonctionner. Ils viennent au contraire à son secours. Ils viennent l'aider. C'est de la même manière. C'est de la même manière que tous les ministères, comme je l'ai dit là, je suis chez moi, assis chez moi, je dois aller chercher l'attestation de naissance de l'enfant à la commune. Je dois me rassurer que ça coûte autant, je dois me rassurer qu'on peut me le produire dans 48 heures ou dans 24 heures ou dans 72 heures. Mais de chez moi, donc, je saisis la commune. Je fais un message à la commune me dit, venez, envoyez-nous tel élément, tel élément. J'envoie les éléments et on me dit, ok, le document sera prêt dans autant d'heures. Veuillez payer dans notre compte autant d'argent. Je n'ai pas besoin de me déplacer. À partir de mon téléphone, je peux faire une transaction financière. Je paye dans les comptes de la commune et le document est prêt. Je vais le chercher ou on me l'envoie à la maison. Vous voyez, c'est une façon de nous faciliter, de simplifier l'administration. Donc, je disais aussi, deuxième volet de votre question, vous avez... J'ai parlé de la faiblesse des infrastructures. La faiblesse des infrastructures. Mais il faut que l'État investisse. Mais alors, vous savez que l'investissement coûte cher. L'investissement dans le numérique, ça coûte cher, professeur. Ça coûte cher. L'investissement coûte cher, mais je vous ai dit que c'est une décision à prendre. C'est un investissement qui doit récolter. Oui, parce que c'est un investissement nécessaire pour la survie même de l'État. Aujourd'hui, il y a des pays où, nous au Congo, ici, il n'y a même pas encore de parc-mètres. Je viens de quelque part, je parque ma voiture. Avant, dans d'autres pays, il y avait les parc-mètres où vous allez prendre un ticket et pour dire je vais stationner autant d'heures pour venir payer. Mais il y a d'autres pays aujourd'hui où il n'y a même plus de parc-mètres. C'est de l'argent qui s'envole. Non, ça ne s'envole pas. Votre téléphone Android là, lorsque vous parquez votre voiture dans le parking, il y a un endroit où vous devez mettre le téléphone va prendre le code. Tchank. Et dans les systèmes vous communiquent, voilà, vous allez faire combien d'heures ici? Je vais faire 1h30 et vous mettez 1h30, paf, et puis il vous demande de payer, vous payez à partir de votre téléphone. Ça, c'est la simplification administrative. Vous voyez? Donc, ça veut dire que, en fait, l'État est appelé à investir. Et vous estimez que c'est l'urgence? C'est une urgence même. Hein? C'est une urgence. Est-ce qu'il y a des conséquences néfastes si on n'investit pas aujourd'hui? Parce que quand je vous entends, vous estimez que c'est une urgence et il faut le faire. Il y a des conséquences néfastes ou positives? Oui, il y a des conséquences néfastes. Nous allons rester en arrière par rapport à d'autres pays. Nous allons rester en arrière. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, lorsque vous achetez un téléphone, vous allez vous rendre compte que pour commencer à utiliser le téléphone,
il y a beaucoup d'opérations qu'on vous demande. Ouais. Faites ceci, créez un compte. Ce n'est pas comme avant. Hein? Ce n'est pas comme avant. On achetait un petit téléphone là, on faisait pas, on met la carte SIM et c'est fini. Aujourd'hui, avant même que votre carte SIM ne fonctionne, on vous impose des opérations à faire. De la même manière, notre pays va être en retard. Si nous recevons une marchandise qui vient, je ne sais pas moi de quel pays, d'un pays étranger, et qu'on vous demande, avant que la marchandise ne soit livrée, qu'il faut payer via, je ne sais pas moi, la voie électronique dans les comptes de telle ou telle société. Vous n'avez pas ces moyens-là de payer. Hein? Ouais. On vous dit, vous voulez vous abonner à un journal aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous dit? Veuillez payer, vous allez commencer l'opération. Mais à un moment donné, on vous dit, il faut payer. Donnez le numéro de votre carte de crédit. Qu'est-ce que nous faisons, nous, Congolais, ici à Kinshasa? On abandonne. C'est ce que nous faisons, généralement. Parce qu'on n'a pas de carte de crédit, ouais. On abandonne et on ne sait plus continuer. Non, mais des fois, on craint qu'en donnant le numéro de ma carte, on peut ravir tout ce qu'il y a, comme on ne maîtrise pas encore le numérique chez nous. Voilà, donc c'est pourquoi je crains que tout ce qui se trouve sur mon compte. C'est pourquoi il faut s'y engager, c'est pourquoi il faut y aller. Ouais. Il faut y aller pour ne pas rester en retard. Le train a déjà démarré. Hein? Et donc, s'il arrive à notre gare, nous devons monter. Si nous hésitons, il va dépasser notre gare et quand il va dépasser notre gare, c'est fini pour nous. Donc, prof, vous voulez rassurer à nos téléspectateurs que si le numérique est vraiment mis en chantier, on ne peut pas vraiment souffrir. La RDC peut atteindre un niveau même de 100 milliards de dollars. 200 milliards de dollars. Oui, avec ça le sera numérique. Nous aurons un budget qui correspondra à notre pays, effectivement. Autrefois, on me parlait d'un exemple de Kikwit où vous avez, avec des expérimentations, prouvé qu'il y avait de l'argent qui sortait. Oui. Il y a des amis à la Banque mondiale ici qui avaient essayé dans les grands bandundu dans son ensemble. Ouais. Ils avaient fait des essais. Les grands bandundu, c'est les Kwango, les Kwilu et les Maindombe. Ouais. Ils avaient un chiffre que la province produisait par mois. Et lorsqu'ils ont essayé d'identifier les points d'entrée de l'argent de l'État, ils ont placé des machines et que l'on puissait, plutôt l'on mettait, on enregistrait tout ce qui entrait. Voilà, professeur, et après, quels sont les résultats auxquels vos amis de la Banque mondiale sont arrivés? Nos amis de la Banque mondiale, en essayant de numériser les entrées de recettes de l'État, ils sont passés du simple au plus du double, même du triple. Ouais. Ça a été multiplié même, je dirais même par 10, les recettes. Et après, bon, il y a eu sabotage des machines, mais cette fois-ci... Il y a eu sabotage des machines. C'est là que je voulais arriver. Il y a eu sabotage. Je l'ai dit tout à l'heure là, dans ce que je disais comme défi. Est-ce que ça sera facile lorsqu'on vient pour améliorer? Il y aura des gens pour saboter. Oui, il y aura toujours des gens pour saboter, mais l'État sera toujours là pour les arrêter. C'est pas pour rien que l'État a mis la police. Un mot de la fin, on termine, professeur. Je vous remercie de m'avoir invité à cette émission. Ouais. Je suis content parce qu'il s'agit d'un nouveau ministère dont nous parlons. Ouais. Les défis scientifiques, il y en a beaucoup, mais commençons par expliquer au peuple congolais et au monde ce que c'est que ce ministère du numérique. Ouais. Et en ce moment-là, je crois que les choses vont aller de l'avant. Je reviendrai avec force de détail et sur ce ministère et sur les autres défis scientifiques qui attendent ce gouvernement. J'en suis plus encouragé que l'actuel Premier ministre. C'est un scientifique, c'est un ingénieur. Ouais. Et donc, il va mettre du sien pour que ce ministère, ainsi que tous les défis scientifiques qui attendent ce gouvernement, soient relevés. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Professeur Pierre Lohohola, je rappelle que vous êtes professeur d'université et vous êtes directeur de cabinet du président AI de l'UDPS, Jean-Marc Kabunda, l'honorable. Que je salue au passage. Député national, bien entendu. Nous avons fini pour aujourd'hui.
Nous allons vous recevoir très prochainement pour parler tout autour du défi du développement durable. C'est aussi un grand défi. La santé, la nourriture, l'alimentation se retrouvent dedans. Nous allons en parler très prochainement. Et c'est la fin de cette émission, Madame, Messieurs. Merci de l'avoir suivi. La suite au prochain numéro. Au revoir.